La guerre en Ukraine signe le grand retour du nucléaire en Europe, un nucléaire qui a désormais deux visages, celui du diable, on pense évidemment à la bombe atomique, mais aussi à l'accident nucléaire qui menace directement avec pas moins de 15 réacteurs, dont ceux de Tchernobyl actuellement au cœur du conflit. Et puis celui du sauveur, face à l'explosion du prix des énergies et du grand blackout annoncé. La Belgique vient d'ailleurs de repousser de 10 ans la fermeture de ses centrales. L'Allemagne, elle aussi, se tâte, un revirement qui serait historique pour l'ennemi numéro 1 de l'énergie atomique en Europe. Et nous alors, dans tout ça, la Suisse doit-elle revoir sa position face au nucléaire, comme le voudrait la droite ? L'énergie atomique est-elle d'ailleurs vraiment la solution à la crise qui balaye aujourd'hui l'Europe ? Et entre deux terreurs, laquelle allons-nous choisir d'oublier ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Delphine Klopfenstein-Broggini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère nationale verte, vous siégez notamment dans la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie. Et vous êtes résolument anti-nucléaire, comme votre parti et la gauche en général en Suisse, parce qu'ailleurs on ne sait plus trop aujourd'hui. Philippe Ball, bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo, vous venez de publier un dictionnaire philosophique aux éditions L'Observatoire. Vous êtes convaincu, vous, que le nucléaire est un bénéfice, notamment pour l'écologie. Et d'ailleurs, vous êtes aussi citoyen du troisième plus gros producteur d'énergie nucléaire, derrière les États-Unis et la Chine. J'ai évidemment cité la France. Et Marc Muller, bonsoir. Bonsoir. Qui est venu avec son chien, qu'on entendra peut-être au cours de l'émission. Merci aussi à vous d'être parmi nous. Ingénieur en énergie, consultant chez Impact Living, une société qui aide les entreprises, les coopératives immobilières et puis tout un chacun à transitionner énergétiquement vers le plus économico-écologique, on va dire ça comme ça, ce qui n'est pas le cas du nucléaire, selon vous. Et enfin, Philippe Nantermo, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints du Valais, conseiller national et vice-président du Parti libéral radical. Votre parti vient d'ailleurs de renouer officiellement avec la voie du nucléaire, sous vos encouragements. Mais ça, c'était avant la guerre en Ukraine, avec la menace très concrète. Aujourd'hui, on voit ces centrales bombardées même, comme Zaporijjie. Est-ce que c'est une position encore tenable que vous défendez aujourd'hui, le retour du nucléaire en Suisse, pourquoi pas ? Vous savez, on ne nous pose pas la question de savoir s'il faut maintenir le nucléaire en Ukraine ou sous les bombes russes. Deuxièmement, les bombardements sur Zaporijjie ou sur Tchernobyl, ce n'est pas des bombardements nucléaires, donc c'est deux choses qu'il faut quand même distinguer. Oui, mais une centrale nucléaire mise en danger, ce n'est pas encore une bombe atomique et on a tendance à confondre l'un et l'autre. Et au contraire, ce qui se passe en Ukraine nous montre la faiblesse de notre approvisionnement en Europe, qui est quand même très dépendant des hydrocarbures russes. Et le nucléaire est très certainement, à long terme, une réponse indispensable. D'ailleurs, les gens qui regardent l'émission en ce moment, un tiers de l'énergie qu'ils utilisent pour regarder l'émission provient en Suisse de centrales nucléaires. Donc le nucléaire est déjà aujourd'hui une des réponses que l'on apporte à la population pour éviter tout simplement le blackout. Et de notre point de vue, c'est une des composantes de la solution. Ce n'est pas la solution, mais ça en fait partie. D'ailleurs, c'est effectivement un effet paradoxal, Delphine Broggini-Klopfenstein. C'est ce fait qu'effectivement, il y a la terreur d'un côté et en même temps, des pays dont on n'aurait jamais imaginé qui reviendraient sur leur position, notamment l'Allemagne, aujourd'hui rouvre le dossier nucléaire. Vous l'expliquez comment ? Alors, la question du nucléaire a été en Suisse très clairement enterrée en 2017. La population a voté la sortie programmée du nucléaire. Et depuis ce temps-là, on s'est réorienté vers d'autres moyens de s'approvisionner. Ces autres moyens sont essentiellement autour des énergies renouvelables. Ce sont de vraies pistes qui peuvent convaincre. L'Allemagne, ceci dit, même si elle a tiré la prise du nucléaire et qu'elle se pose des questions aujourd'hui, a quand même réussi ce pari du renouvelable. Oui. Elle a réussi à développer massivement son parc éolien avec une production énergétique qui est extrêmement importante. Elle a réussi aussi à développer, grâce à des incitations politiques, le développement du solaire avec le principe de l'imposition aussi, de l'obligation aussi de poser des panneaux solaires. Donc très clairement, en Suisse, dès le moment où on a choisi en 2017, par voie populaire, très clairement, de sortir du nucléaire, ça veut dire qu'on a décidé aussi de s'orienter vers d'autres moyens. De s'éclairer, notamment de se chauffer. Ces autres moyens, ils sont effectifs et ce sont aussi des moyens qui répondent à l'urgence d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a certes l'urgence de la guerre, du conflit, qui nous rappelle notre fragilité, certes, mais qui nous montre aussi à quel point nous sommes dépendants en termes d'énergie fossile d'États autoritaires. Cette dépendance-là, on doit saisir cette opportunité pour s'émanciper de cette dépendance-là. Et comment réussir ceci ? Eh bien, c'est d'assurer ce tournant énergétique à travers le développement massif
des énergies renouvelables. C'est des pistes qui sont convaincantes, qui fonctionnent. Et c'est évidemment la piste qu'a choisie la Suisse et la population massivement avec en 2017. Oui, mais Pas comme de vous raison de l'avez changer dit, aujourd'hui. comme vous l'avez dit, l'Allemagne est en train de réouvrir peut-être, et ça serait évidemment historique, d'autant plus que le ministre de l'écologie est un Vert, c'est Robert Habeck, parti qui s'est fondé dans sa lutte contre le nucléaire. Donc c'est peut-être la preuve, Marc Muller, je vous pose la question, c'est la preuve que c'est pas suffisant aujourd'hui, justement, les énergies renouvelables pour faire face à la contrainte énergétique, notamment que la guerre en Ukraine a redéclenchée. Alors deux choses. La première, c'est qu'on a pris l'habitude de vivre dans un monde aux énergies fossiles, abondantes, pas chères, uniformément réparties à travers le monde. On a pris toutes sortes d'habitudes de vie avec une intensité énergétique complètement folle. Dans tous les cas, avec renouvelable, avec efficacité énergétique et avec nucléaire, ce mode de vie est condamné. C'est impossible technologiquement, il n'y a pas les potentiels ni renouvelables ni nucléaires pour maintenir le même mode de vie. Je prends juste un exemple qui est très éclairant, il y a plein de données scientifiques maintenant, il y a des bons rapports là-dessus. Si vous voulez maintenir l'activité aéronautique de l'aéroport de Genève avec des carburants de synthèse et de l'hydrogène, il faudrait 40 petites centrales nucléaires comme Mühleberg ou 15 EPR comme on a construit en Finlande pour maintenir le même nombre de vols. Donc on voit bien que c'est absolument impossible. Donc nucléaire ou pas nucléaire, de toute façon, on ne va pas faire l'économie d'une très grosse réflexion sur nos modes de production agricole, de tous nos objets et l'intensité énergétique avec laquelle on vit. Philippe Val, justement, entre cette pénurie, ce blackout possible et la peur, la terreur du nucléaire, aujourd'hui, vous avez l'impression que les populations, elles choisissent lequel des pires mots? Elles vont choisir vraisemblablement quand même le nucléaire pour la raison que c'est une énergie décarbonée. Le prix du kilowattheure, évidemment, est très compétitif. Ensuite, la question que vous soulevez est exacte à relativement à long terme parce qu'il va falloir quand même utiliser autre chose que du pétrole pour les énergies de déplacement, les transports, etc. Mais pour beaucoup d'autres choses, on en aura encore besoin longtemps, notamment pour fabriquer des matières, des matériaux. Donc il va falloir le réserver pour ça, parce que c'est une matière précieuse, qui n'est pas... Voilà. Mais on ne pourra pas s'en servir longtemps, c'est sûr, pour continuer à voler, faire voler des avions et des camions sur les routes. Les centrales nucléaires, on n'en voulait pas. On n'en a pas voulu. Moi-même, j'étais dans les années 70, je l'avoue, moi-même aussi, parce qu'on nous a fait toute une espèce de propagande, il faut bien le dire, assez convaincante, qui confondait le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Nous disons une centrale nucléaire, en gros, c'est une bombe atomique. Donc évidemment, on était contre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vrai. Par exemple, en France, les particules fines liées à l'utilisation des centrales à charbon ou des énergies fossiles utilisées pour se déplacer, ça fait plus de 100 000 morts, alors que le nucléaire civil, depuis son utilisation, c'est-à-dire qui remonte à plus de 50 ans, ça fait 1100 morts. 1100 morts dans le monde entier, contre 100 000 par an en France, les énergies fossiles. Vous voyez donc le nucléaire ne représente pas un danger significatif. Évidemment, si on applique un principe de précaution pur et dur, il faut tout arrêter. Il faut arrêter aussi les vaccins, il faut arrêter tout, quoi. Bon. Mais le principe de précaution, c'est une imbécilité Alors, théologique. on va y venir sur les risques, mais d'abord, j'aimerais juste entendre Philippe Nantermo, parce qu'effectivement, comme l'a dit votre consoeur de l'Assemblée, est-ce que les Suisses ont voté pour la sortie du nucléaire? Comment est-ce qu'on revient en arrière sur une pareille votation qui ne date pas d'il y a très longtemps? Bon, peut-être par une autre votation. Je ne pense pas que ce sera pour demain matin, mais... Vous allez lancer une initiative? Non, mais il n'y a aucune décision n'est gravée dans le marbre en Suisse. Ça peut arriver que l'on revote plusieurs fois sur la même chose. Par exemple, les Verts militent aujourd'hui pour empêcher l'acquisition d'un avion de chasse que le peuple a accepté il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Préparation mais d'initiative ça va prendre du temps. Ce qu'il faut avoir en aujourd'hui. tête, c'est qu'en 2017, on a voté contre le nucléaire dans un processus qui est né à Fukushima. Et entre deux, il y a eu les grèves du climat et la volonté de respecter les accords de Paris. Et la priorité dans la population, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de sondages, n'est plus de sortir du nucléaire, mais de sortir du carbone. Et je pense, contrairement aux Verts, qu'on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Et le deuxième élément, c'est l'annonce de la Confédération qui constate simplement qu'on va vers le blackout énergétique, que le projet de sortie du nucléaire n'est pas du tout mûr et que malheureusement, on ne va pas pouvoir se défaire des centrales que l'on a. Aujourd'hui, il est quasiment déjà décidé que les 4 centrales actuelles ne vont pas être fermées à court terme parce qu'on ne peut pas faire sans.
récent. Et la question qui se posera à l'horizon 10-15 ans sera est-ce qu'on renouvelle les centrales actuelles avec des nouvelles technologies? C'est la position du PLR d'ouvrir la porte de ces nouvelles technologies nucléaires, ou est-ce qu'on les ferme et on les remplace par des centrales à gaz, comme le demandent les Verts par exemple, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir augmenter notre consommation d'électricité de 40%, parce que c'est ce dont il est question à l'horizon 2050. Réduire la consommation, il faut oublier. Les Suisses n'en veulent pas, nous n'en voulons pas, et la décroissance, elle n'obtiendra jamais de majorité, ce sera sans nous en tout cas, mais on a besoin de 40% d'électricité en plus à l'horizon 2050, et on n'atteindra jamais cela uniquement avec les énergies renouvelables, même si nous sommes les premiers à les défendre. Oui, mais le problème, il se pose tout de suite, il se pose déjà en 2025 et peut-être même avant. Justement, là, le PLR, pour lui, n'a pas de projet aujourd'hui Provisoirement, on risque malheureusement, notamment à cause de la décision de 2017, et qui remonte d'ailleurs avant ça, suite à Fukushima et des décisions que l'on a prises de fermer la voie nucléaire, eh bien, on risque de devoir passer par des énergies fossiles en remplacement, mais à long terme, on va devoir prendre une décision parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir sortir du carbone, du nucléaire, maintenir la production d'électricité et maintenir notre confort de vie. Ce n'est pas possible. Sur la terreur justement qui l'inspire, parce que c'est vrai que quand on pense Fukushima, c'était à peu près 20 000 morts, en tout cas ce que le Japon annonce. Quand on pense même, si on le compare avec le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande, c'est 230 000 morts. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé par cette peur du nucléaire aujourd'hui? Non, absolument pas. Et ce qu'on oublie de dire ici, c'est que le nucléaire a une énigme qui n'a jamais été résolue aujourd'hui, c'est la question du déchet. Le déchet nucléaire, et on n'a encore pas de solution aujourd'hui, on le sait parfaitement, ce que ça veut dire en termes d'héritage aux générations, à nos générations futures, et c'est-à-dire pas seulement à nos enfants et nos petits-enfants, mais c'est-à-dire à des générations à extrêmement long terme. On n'a pas de solution sur cette question-là. Et quand on parle de précaution, c'est pas une petite précaution sur la question nucléaire. Le risque nucléaire est évident. Les expériences, comme on les a, ces catastrophes qui deviennent des catastrophes humanitaires, très clairement, avec aujourd'hui 2 centrales qui sont dans les zones même du conflit. Évidemment que c'est inquiétant. C'est inquiétant et ça montre aussi à quel point cette énergie nucléaire n'est pas une énergie anodine, loin de là. Certes, elle est en partie décarbonée, mais ce n'est pas le seul curseur qu'on doit avoir aujourd'hui. La question du déchet n'est pas résolue, est un problème majeur, et la question du risque demeure. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que de relancer le nucléaire va être une solution d'abord en termes de temporalité. M. Enterrement, vous avez tort de dire que de réallumer ou de prolonger les centrales nucléaires va nous donner une solution, parce que d'abord, il faudra qu'on revoter le temps parlementaire, le temps des votations que ça prendra. Ça veut dire que demain, on n'a pas une solution, ni après-demain. C'est que la solution est la première énergie qu'on aura renouvelée avec le nucléaire. Si on décidait de renouveler notre parc nucléaire, eh bien, ce serait à l'horizon 2050, 2060. Ça veut dire que ce n'est pas une solution pour aujourd'hui. Et encore juste une chose aussi pour revenir. Peut-être juste sur la temporalité. L'avis de M. Muller, justement, sur... Alors, vous êtes d'un côté de la table et pas de l'autre, mais néanmoins, vous êtes ingénieur en énergie. Et justement, le nucléaire, est-ce que c'est franchement rentable et est-ce que c'est franchement écologique ? Alors, il faut déjà voir ce que le nucléaire peut produire physiquement par rapport à l'énormité de notre problème énergétique. Je dis le chiffre à chaque fois au départ, parce qu'en Suisse, on consomme 280 TWh d'énergie sur le pays, mais notre mode de vie avec notre économie qui est extrêmement ouverte, c'est une des économies les plus ouvertes au monde, bénéficie extrêmement fortement des vols en avion, des voyages en bateau, du transport du fret. Et si on inclut tout ce qui est nécessaire à notre mode de vie, c'est 600 à 1000 TWh à peu près. Le nucléaire à côté, c'est 25 aujourd'hui. Donc notre mode de vie a besoin de 600 à 1000 TWh et on fait 25 TWh avec le nucléaire. Donc le nucléaire ne remplace pas le fossile. En ordre de grandeur, au facteur 10, pas du tout. Et la deuxième chose qui est vraiment importante d'avoir en tête, c'est que même s'il reste du pétrole, on n'est pas sûr qu'on arrive à l'extraire assez vite. Aujourd'hui et depuis 2018, il y a des données très fortes là-dessus. On sait qu'on a atteint le point de basculement. À partir de 2025, on va commencer en décroissance de production. Donc on a une limite physique. Et les scénarios montrent qu'au maximum, dans un cas où on s'en fout complètement du climat et on fait le max qu'on peut avec le pétrole de schiste, etc., on produit au maximum en barils par jour 50% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc de toute façon, il y a une décroissance physique imposée par choix ou pas par choix. De toute façon, ces contraintes, c'est une limite géologique. Et ça, vraiment, il y a des rapports solides là-dessus, d'experts du pétrole. Donc c'est vraiment une donnée qui est scientifiquement actée. Donc la question, c'est où on se prépare à cette redescente, sachant qu'il y a plein de domaines où on n'a pas d'alternative. Comment on fait un pneu, par exemple, d'une voiture sans pétrole, on ne sait pas. Du bitume pour les routes. Du bitume pour les routes. Et la deuxième chose, c'est quelle est la réaction de n'importe quel pays ou n'importe quel gouvernement quand il y a un risque de disponibilité énergétique. La Suisse l'a montré il y a 2 mois en arrière.
Comment réagit la Suisse en se disant il y a peut-être une pénurie? Immédiatement, elle bloque les exportations. Chez nous, on a dit on garde l'eau pour nous. On ne la turbine plus, on la garde en réserve au cas où il y a un problème. C'est ce que font tous les gouvernements du monde en risque de pénurie énergétique. Donc il y aura une limite de pétrole. À partir de 2030, on aura 25% de demande en plus que l'offre à peu près. Donc on aura des prix qui vont aller vers le haut comme on n'a jamais connu ça. Donc se dire qu'il y a certains pans de l'économie qui peuvent s'effondrer brutalement. Et face à ça, après, chaque jour, ça diminue. Donc ça, c'est une butée physique. Donc la question, c'est comment on se prépare à cette butée physique? C'est forcément avec une réduction des usages. Il n'y a pas d'autres possibilités physiques. Alors, Philippe. D'abord, je voudrais dire une chose à propos Mmh. de Fukushima, c'est que ce n'est pas un accident nucléaire, c'est un accident géologique qui a provoqué un accident nucléaire. La bêtise, elle a été peut-être de construire des centrales à un endroit où il y a potentiellement des tsunamis. Mais le résultat est le même. Premièrement. Même, oui, mais ça dit autre chose. Ça dit autre chose sur le nucléaire. Ça dit autre chose. Il n'y a pas eu de mort d'accident nucléaire. Non, il n'y a pas eu de mort d'accident nucléaire à Fukushima. Il y a eu des morts, et puis il y a des maladies qui sont développées. Bien sûr, il y a des gens qui ont été Tchernobyl, c'était l'administration communiste. Pas de l'accident nucléaire. Tchernobyl, c'était l'administration communiste. Il y a quand même des qui a bilans de négligé santé complètement. qui sont actuellement pas morts, mais qui sont quand même mal en point. Même pas, non. Actuellement, les À rapports Fukushima, à Fukushima, non, à Fukushima, non. Il y a des gens qui ont été mis en arrêt maladie pour des cancers. Il y a des mesures qui ont été prises. Il y a une zone d'exclusion autour de Des Fukushima. populations déplacées, des populations déplacées. un choc humanitaire Il ne s'agit pas de minimiser l'accident, mais il ne faut pas non plus. Ensuite, il faut pas non plus le grossir là où il ne doit pas être. Et précisément, Fukushima est peut-être l'exemple d'une catastrophe nucléaire, une des pires qu'il y a pu avoir, avec une gestion qui a été faite de manière beaucoup plus correcte, par exemple, que ce qui s'est passé à Tchernobyl par le passé. C'est quand même intéressant de le dire. Et excusez-moi, mais Madame Klopfenstein nous parle des accidents nucléaires. Ils sont réels, ils sont inquiétants. Quand elle parle des déchets, ça fait bientôt un siècle qu'on en produit avec le médical. On n'a toujours pas vu de problème avec les déchets. Et là, c'est quand même intéressant que si l'exemple montre les problèmes avec les centrales elles-mêmes, les déchets qui sont souvent peints comme le diable sur la muraille, en réalité ne créent aucun problème parce qu'on sait gérer des déchets. Mais justement, le politique que vous êtes, de mieux en mieux gérer les déchets. Le politique que vous êtes, qu'est-ce qu'il dit à la population? Il dit justement, il y a des risques, mais on va quand même les prendre par rapport au nucléaire aujourd'hui. On passe notre vie à prendre des risques. Vous savez, quand on construit des écoles, quand on construit même des hôpitaux, on prend des risques. Un pays qui ne veut prendre aucun risque, c'est un pays qui se suicide. Et le nucléaire est une alternative, à mon avis, qui se combine très bien avec d'autres énergies renouvelables. De transition aussi, d'ailleurs. De transition aussi, mais les énergies renouvelables, les autres énergies renouvelables. Quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était en 2001, on nous parlait du rehaussement du barrage du Grimsel. C'est une énergie totalement propre. Je viens d'un canton qui en vit quasiment de l'hydroélectricité. On parle toujours, en 2022, du rehaussement du barrage du Grimsel. En réalité, les problèmes procéduraux, démocratiques que l'on connaît en Suisse pour le nucléaire sont les mêmes que l'on connaît pour construire des éoliennes, pour augmenter la capacité des barrages. Et si on parle du solaire, regardez, si on couvrait tous les toits de Suisse de panneaux solaires, on parviendrait à remplacer nos centrales nucléaires. Et il faut autant que toutes les centrales nucléaires en plus d'électricité à l'horizon 2050. Donc il faudrait couvrir 2 fois tous les toits des maisons en Suisse. Et on sait très bien que ce n'est pas possible. Les électriciens vous disent qu'ils n'ont pas les capacités d'atteindre un tel niveau de construction. Et en plus de stockage, le problème il faut absolument faire cet effort de transition avec les éoliennes et les panneaux solaires. Mais ce sont des énergies intermittentes et on ne sait pas stocker l'électricité dans ces volumes-là. Mais est-ce que le nucléaire n'est pas un oreiller de paresse? Parce que quand on voit la France, c'est 16% de renouvelables. Le fait d'avoir une énergie disponible comme ça n'encourage pas forcément à faire cette transition, justement. Oui, mais il y a une indépendance énergétique qui est un souci de l'humanité depuis que l'humanité existe. Ils ont essayé, les moulins, les trucs, il y a eu des tas de choses. Mais là où on est devenu un peu fou, c'est qu'en Allemagne, les Allemands sont... Madame Merkel, avec toutes ses qualités, est responsable quand même d'une espèce de catastrophe. En arrêtant les centrales nucléaires, elle s'est mise sous la pression des Grünen allemands, elle s'est mise des Verts, elle s'est mise dans la patte de Poutine, alors que des journalistes, des gens qui étudiaient le régime russe à l'époque, disaient « Stop, c'est un fou, ce type, on ne connaît pas ses réactions, on ne sait pas où il va aller. » Lui, il a regardé ça, il a avancé ses jeux d'échecs pendant que les Européens jouaient au golf, et on a fermé les centrales nucléaires, on s'est mis pieds et poings liés, l'Allemagne, donc en réalité l'Europe, s'est mis pieds et poings liés dans les mains de Poutine. Aujourd'hui, si on stoppait l'arrivée du gaz et du pétrole par le nord, on arrêterait la guerre en Ukraine. On l'arrêterait. Il ne pourrait pas, sans les 700 millions quotidiens d'euros qui touchent, il ne pourrait pas faire cette guerre. C'est uniquement parce qu'on a fermé les centrales allemandes
qui peut continuer sa guerre, Poutine. Donc, il faut reconnaître les erreurs politiques. Non, mais ça vous fait rire, mais l'Ukraine est en train de crever. Parce que j'ai absolument pas la même analyse. Non, mais bien sûr que Parce si. que si alors, l'Allemagne... volontiers. Non, mais vraiment, je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. C'est une erreur politique grave. Je ne dis pas que le nucléaire, c'est le paradis. Si l'Allemagne a tiré la prise... Il fallait être rationnel. L'Allemagne a tiré la prise... Merci. L'Allemagne a tiré la prise du nucléaire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que ça lui a permis de miser massivement dans le renouvelable. Eh oui. Elle a réussi, excusez-moi, attendez, elle a réussi à quadrupler son parc solaire, à tripler son parc éolien. Et avec ça, elle a réussi. Applaudissements des Ukrainiens. Mais pas du tout. Mais si. Ça veut dire qu'elle a réussi on à développer. On n'a pas fait le pipeline qui passait par l'Ukraine. C'est tout ce que voulait Poutine. Simplement, avec ce principe-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle assure aussi sa souveraineté énergétique. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Dans une perspective de renouvelable. Et c'est clairement la direction qu'il faut prendre. Donc, dès le moment où on ne fait pas un choix clair, c'est-à-dire celui d'éteindre le nucléaire et de miser massivement, mais massivement, dans le renouvelable. Parce que ce qu'a fait l'Allemagne, c'est un immense progrès. Elle a dû temporairement rallumer des centrales à charbon. Mais déjà maintenant, c'est en train de diminuer. Parce qu'on l'a vu très clairement, c'est que dès le moment où on fait des bons choix, ces choix, c'est non seulement ils doivent être respectueux du climat, parce qu'aujourd'hui, c'est plus une question on est pour, on est contre. C'est un fait. Ce fait-là, on doit s'y plier. Et comment on s'y plie? C'est qu'on choisit des énergies qui soient respectueuses de l'environnement. Et c'est clair que... Mais comment est-ce que parce que la Suisse dépend essentiellement des importations, hein, c'est quand même la majorité de l'énergie qu'on consomme ici, elle est importée. Et justement, si la plupart des pays qui nous entourent, ne serait-ce que passent à du nucléaire, comment est-ce qu'on va pouvoir garantir notre autonomie? Et c'est ça qui est intéressant, contrairement au nucléaire, parce que si on voulait rallumer notre nucléaire ou le renforcer, disons, parce qu'il est encore allumé aujourd'hui, eh bien, ça prendrait beaucoup de temps. Ça prendrait du temps et ça prendrait de l'argent. Le solaire, demain, si vous organisez une offensive massive sur le solaire, demain, vous avez de l'énergie. Et puis, à côté de ça, évidemment, et ça a été très bien expliqué, il y a la question des économies d'énergie. Les centrales nucléaires, actuellement en Suisse, c'est 30% à peu près de l'énergie électrique. Vous remplacez ces 30% par les économies d'énergie, efficacité, efficience énergétique et sobriété. Et avec ça, vous arrivez simplement de 30%. C'est la pauvreté. Absolument pas. Marc Muller, justement, est-ce que ça, c'est viable aujourd'hui? Non, mais de remplacer et de passer au tout renouvelable, justement, est-ce que c'est viable dans les circonstances qu'on connaît et avec la dépendance que la Suisse a d'autres pays pour son énergie aujourd'hui? Alors, une des choses, c'est la temporalité, qui est très incomprise d'une façon générale par nos administrations et par nos parlements. C'est qu'on a un tic-tac qui court comme ça par rapport à la production géologique de pétrole, une fois encore. Il y a la question climatique qui est un peu avant, mais la limite physique d'extraction du pétrole est juste 20 ans, 15 ans derrière. Donc, au mieux, si on ne tient pas compte du climat, on peut gagner 15 ans. Mais après, de toute façon, la limite, elle est vers le bas. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre d'ici 2050 pour éviter cette catastrophe, sachant que tous les autres pays auront la même chose, et rien ne nous dit du tout que des pays qui seraient aussi en difficulté énergétique vont continuer à nous approvisionner, ou vont continuer à faire nos chaussures, ou vont continuer à faire nos ordinateurs, ou pire, vont continuer à nous exporter du soja pour nourrir nos bêtes, sachant que le prix de l'énergie montera dans le transport. Donc là, on est vraiment cette temporalité, il nous reste en gros 20 ans max pour vraiment avoir une solution de décarbonisation pour quitter les énergies fossiles. Dans le domaine du bâtiment, il y a des économies massives qu'on peut faire, mais on est déjà trop tard, on n'y arrive plus. On n'a plus la main-d'œuvre parce qu'on a tellement loupé les 30 dernières années. Il faut à peu près 400 à 500 000 personnes plein temps, 30 ans, pour isoler les bâtiments. C'est la quantité de main-d'œuvre qu'on a besoin. Le solaire, là, vous avez donné une info qui est fausse, c'est 120 TWh le potentiel suisse. Le nucléaire, c'est à peu près 25 TWh. Donc le potentiel solaire, c'est 4 fois l'utilisation du nucléaire qu'on a en Suisse. Et en Suisse, on n'a pas les mêmes problèmes qu'en France, c'est qu'on a l'hydraulique qui fait backup aux renouvelables. On a cette chance inouïe en Suisse qui fait que notre transition est beaucoup plus facile que les pays qui nous entourent. Malgré ça, tous les scénarios de la Confédération montrent qu'on va vers une augmentation des importations à l'avenir et il n'y aura pas de la disponibilité dans les pays étrangers. Ils ont tous le même problème que nous. Donc on parie, puisqu'on n'a plus d'accord cadre, on n'a plus on s'est fait virer des accords d'électricité, etc. On est dans les pires termes. Un accord d'électrique. Il y avait des négociations qui étaient induites aussi par les... Si vous voulez un accord sur l'électricité, la première chose qu'on a fait en Suisse, c'est libéraliser le marché. Ça, il faut quand même juste le dire, parce que la gauche refuse depuis une vingtaine d'années déjà. Deuxièmement, personne ne refuse
les investissements dans le nouveau renouvelable. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce qui a été fait en Allemagne, de ce point de vue-là, est une bonne chose. La question, c'est est-ce que ça suffira? Non, ça ne suffira clairement pas. Essayez d'ailleurs aujourd'hui de commander un panneau solaire. Ça fait 6 mois que j'attends de poser les miens sur ma maison. Vous devez compter aujourd'hui entre 6 mois et une année pour couvrir simplement le toit d'une villa individuelle. Vous parlez de 400 000 personnes nécessaires dans le bâtiment pour isoler le bâtiment. Mais soyez réalistes. Vous demandez d'être réaliste sur la question de la sortie du pétrole avec des projections à 30 ans. Moi, je vous parle de réalisme aujourd'hui en Suisse et même dans les 5 ou 10 prochaines années. Vous n'avez pas et vous n'aurez pas le personnel pour mettre en œuvre le plan dont vous parlez. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Absolument d'accord. Et donc, dans ces circonstances-là, il faut trouver des solutions réalistes. Et dans ces solutions-là, il y a le nouveau renouvelable et renouvelable en général qui représente quand même les 2 tiers de la production d'électricité actuellement en Suisse et qui doit être renforcée à terme. Ça, tout le monde est d'accord. Mais il y a aussi cette part-là d'énergie que l'Europe considère aujourd'hui comme une énergie renouvelable, qui est ou une énergie propre, disons, qui est le nucléaire, dans la mesure où le nucléaire, en tout cas les nouvelles techniques nucléaires que nous attendons d'ici une dizaine d'années, doit permettre de pouvoir produire sans émettre de CO2 avec des risques d'accident beaucoup plus faibles, avec moins de production de déchets, et ce qui est quand même une solution à mon sens, extrêmement agréable. Mais ce que Marc Muller vous a dit aussi, c'est qu'effectivement, les ressources, elles étaient finies. Non, les ressources en pétrole. Les ressources en pétrole. En pétrole, mais même en uranium. Si on va à long terme. En uranium, on en a. Est-ce que ça ne serait pas le moment de précisément dire aussi à l'économie, dire aux citoyens qu'il faut faire un effort et justement baisser sa consommation et que justement profiter de cette crise aujourd'hui pour aussi tenir peut-être un discours responsable, je sais pas. Ce que vous appelez un discours responsable, c'est un discours de promotion de la pauvreté. Revenir à une société comme pré-industrielle où vous n'aviez pas accès aux soins comme on l'a aujourd'hui, vous n'avez, bon, évidemment, votre émission de télévision, vous pouvez l'oublier. Vous pouvez faire une croix sur la plupart des transports publics qui fonctionnent à l'électricité. Faites une croix sur le confort de vie moderne auquel nous avons accès depuis un certain nombre de décennies et auquel la plupart des habitants de notre planète aspirent. On peut, la consommation d'énergie d'Internet est monstrueuse. Mais c'est bien entendu, en fait, le discours réel d'une partie de la classe politique, en général plutôt de couleur verte, qui aspire à ce monde décroissant que nous combattons au Parti libéral radical en estimant que l'humanité doit aller vers le mieux. Mais c'est aussi les rapports du GIEC. Non, les rapports du GIEC ne disent pas ça. Il y a une catastrophe annoncée. Non, les rapports du GIEC ne disent pas ça. Des ressources finies. Et comment est-ce qu'on fait avec ça? Qui nous vendent la fin du monde depuis des millénaires et qui aujourd'hui s'appuient sur le rapport du GIEC pour le dire, mais les rapports du GIEC ne disent pas ça, non. Non. Okay. Mais une fois encore, c'est l'ordre de grandeur. On dit on n'arrive pas avec les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, donc on y arrivera avec le nucléaire. C'est faux? Mais il y a des ressources finies ou il n'y a pas de ressources finies? Les ressources sont totalement finies et le temps de mise en œuvre est trop long, ce qui fait qu'on arrive de toute façon dans un moment où ça resserre du point de vue de l'énergie. Vous dites, ben super, on fait 10 centrales nucléaires, je dis n'importe quoi. De toute façon, on n'y arrive pas, on sera trop tard en terre. Mais disons 10. 10, ça fait 1500 MW, x 4, c'est 6 TWh, ça fait 60 TWh de nucléaire. Super, on a fait 10% du chemin des 600 TWh. 10%. Mais le problème, j'aimerais comprendre. On aimerait comprendre pourquoi. On aimerait comprendre pourquoi. Il y a une Delphine Broggini avait demandé la parole juste avant. Je vous laisse. Sur la définition même de la sobriété. Vous connaissez peut-être les services industriels genevois qui ont développé leur programme d'économie Eco21, qui est un programme d'économie d'énergie extrêmement efficace, avec des personnes qui vont sur mesure dans les foyers, dans les ménages, et puis qui travaillent sur des économies d'énergie très simples, c'est-à-dire changer une ampoule ici, changer un robinet de là, avoir aussi du matériel qui est beaucoup moins énergivore, etc. Avec ça, on arrive à économiser 30% de l'électricité. C'est énorme. Ça veut donc dire que l'image, le diable que peint sur la muraille le PLR de la sobriété, qu'est-ce que c'est la sobriété? La sobriété heureuse, qu'on devrait dire d'ailleurs. C'est-à-dire, des fois, c'est bouger avec de simples gestes. On arrive déjà à économiser beaucoup. Ensuite, ce qu'il faudrait évidemment, c'est aller plus loin, parce que l'enjeu est énorme. Et donc, ça ne suffira pas. Mais ce pas-là, il est déjà énorme. Et ce pas-là, ce n'est pas un pas où on perd. Alors, on continue le débat dans quelques instants. On doit faire juste une courte pause. On se retrouve de quelques instants. Le point de retour, le nucléaire aussi, manifestement, qui inspire de la terreur, mais pourrait en même temps nous sauver de l'explosion des prix de l'énergie et du blackout, et pourquoi pas de la crise climatique ou pas. On continue d'en parler. Et Delphine Broggini, justement, vous étiez nous parler de sobriété nécessaire aujourd'hui, mais dans les faits, rien ne se passe. On a diminué par tête de pipe en Suisse la consommation, mais globalement, on l'a augmenté pour le pays. Donc, est-ce que, simplement, il faut aussi se dire peut-être que les gens n'en veulent pas de cette sobriété aujourd'hui?
et ça, c'est un discours que vous devez entendre. Absolument pas. Je pense qu'on doit vraiment réussir aussi à communiquer là-dessus. Quand on voit les programmes, justement, programmes d'économie d'énergie qui sont développés dans certains cantons, mais pas partout. Et là, on devrait vraiment, au niveau national, avoir une harmonisation sur ces programmes d'économie d'énergie, comme le fait ces services industriels à Genève avec le programme ECO21, qui sont vraiment des programmes efficaces. Et là, on touche, en fait, si on veut, le détail, mais qui apporte quand même le détail, en fait, du quotidien, avec aucun impact sur le confort. Par exemple, si vous descendez votre température d'un appartement de 1 degré, vous gagnez jusqu'à 7% de la facture d'électricité. Donc vous êtes vraiment, enfin de consommation d'électricité. Donc vous êtes vraiment, avec des petites mesures, vous arrivez déjà à diminuer. Pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas suivis? Mais simplement parce qu'en fait, on ne met pas assez de moyens pour communiquer là autour. Dès le moment où on décide de faire des programmes, d'investir là-dedans, c'est-à-dire d'avoir vraiment des personnes qui vont chez les gens et qui expliquent les choses. Ça marche très bien. On le voit à Genève, ça marche très bien. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est vrai qu'à côté, il y a toute la discussion sur la sobriété au sens plus large, c'est-à-dire de réussir à consommer moins. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté, et en particulier en Suisse, où on a un pouvoir d'achat énorme, où on a une tendance évidemment à consommer, mais pas juste à consommer, mais à surconsommer, d'avoir des voitures toujours plus grosses, d'avoir toujours plus de voitures, etc. Et donc on est quand même dans une société boulimique qui fait qu'on devra vraiment, et c'est vrai qu'on a intérêt à maîtriser cette sortie de la surconsommation, plus que de se la prendre en pleine figure, alors qu'on devrait justement travailler avec la population à consommer. Et c'est vrai que le leurre aussi d'une consommation, une surconsommation qui apporterait le bonheur, on est aussi dans une image, aussi dans une projection qui est dépassée aussi. On peut aussi, avec moins, avec moins de déplacements, avec moins d'objets, avec moins de choses, avec une alimentation qui est plus localisée, bref, toute cette combinaison qui fait qu'on a un quotidien qui soit aussi plus sobre, mais aussi probablement plus confortable et avec une perspective évidemment de respect dans l'environnement et aussi des êtres humains. Ça ne vous convainc pas, hein, Philippe Lanterme? Écoutez, Madame Klopfenstein vit comme elle veut et chacun vit comme il veut. S'il veut vivre avec moins et pense vivre mieux avec moins, ça peut être mon cas pour plein de choses aussi. Et chacun vous expliquera ce qu'il a fait de merveilleux pour l'environnement. C'est très suisse en même temps. Et chacun fait comme il veut. Mais moi, je suis un libéral et j'ai pas envie d'envoyer un checkiste chez chacun d'entre nous pour lui expliquer comment il doit vivre, quelle doit être la température de son appartement et combien d'heures il doit allumer la télévision. Et je ne rigole pas, nous avons quand même un postulat d'un collègue de Madame Klopfenstein à Berne qui veut éteindre tous les éclairages pendant la nuit, toutes les vitrines. Ça permettrait d'économiser la production environ de 3 éoliennes. C'est ça, c'est quand même extraordinaire. Mais on veut tout éteindre pendant la nuit. Après, l'étape d'après, ce sera de nous dire à quelle heure on a le droit de se coucher le soir. Et dans une société libérale, je regrette, mais ça ne fonctionne pas. Une société libérale, mais dans laquelle on doit mettre des ceintures de sécurité, dans laquelle il y a vie à sécurité, il y a toutes sortes de normes. Pourquoi passer celle-là ne vise plus à vous protéger. Celle-là vise à vous expliquer comment vous devez vivre. Et ce n'est plus une société libérale. Le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'on a pris énormément de mesures pour réduire la consommation d'électricité. On continuera à en prendre et je le souhaite, mais on arrive un petit peu aux limites de l'exercice. Nous allons devoir remplacer les véhicules à essence par des véhicules électriques de manière massive. On va devoir remplacer les chauffages à mazout par des pompes à chaleur de manière massive. C'est les deux éléments qui émettent le plus de gaz à effet de serre en Suisse. Ça va être une progression de la consommation de l'ordre quasiment de la moitié de ce qu'on consomme en électricité aujourd'hui déjà. On aimerait augmenter par 2 la fréquence des trains dans certaines régions. Vous imaginez ce que ça représente, la consommation des locomotives. Et personne ne parle de poser des locomotives à diesel en Suisse. Donc toute cette consommation d'électricité en plus, il ne suffira pas simplement d'envoyer quelqu'un chez vous pour changer vos ampoules. C'est une consommation d'électricité monstrueuse qui nous attend. Et la question, c'est comment on y fait face, alors qu'en même temps, on nous dit qu'il faut supprimer 4 centrales nucléaires qui amènent 30% de notre production d'électricité en Suisse. C'est simplement irréaliste. Le problème avec le nucléaire, puisque le nucléaire n'a pas fait la preuve, le nucléaire civil n'a pas fait la preuve qu'il était dangereux, en tous les cas, à l'année, beaucoup moins dangereux que toutes les autres formes d'énergie, sauf évidemment les éoliennes et les panneaux solaires. Et encore, pour fabriquer les panneaux solaires et les éoliennes, il faut quand même une industrie, notamment de l'aluminium, qui est très polluante. Enfin bon, passons. Mais qu'est-ce que c'est que cette peur du nucléaire civil ? C'est une peur au départ, finalement, quand on l'analyse, c'est une peur théologique. De la même façon, on touche à la vie parce qu'on touche à la fission de l'atome. C'est comme ça que ça a commencé dans les années 70, l'antinucléarisme, on pourrait dire. À la fission de l'atome, c'est-à-dire du noyau primordial de la réalité. On touche à ça, donc on touche à la nature. C'est-à-dire on touche à rien, on a toujours touché à la nature. Mais là, c'est comme les cellules souches en médecine, on ne voulait pas en France qu'on y touche. Du coup, on a pris 15 ans de retard pour des raisons catholiques.
En Suisse aussi. Hein, bon, voilà, pour des raisons protestantes en Suisse. Et catholiques, voilà, hein, des cancers, des machins. Et laïques. On a perdu un temps fou. Alors bon, voilà, parce que c'était le noyau de la vie, comme l'atome. Ça n'a ni queue ni tête. C'est qu'à partir du moment, je dis pas que le nucléaire c'est formidable, que ça va tout résoudre, mais c'est une énergie de transition indispensable, d'autonomie par rapport aux dictatures, aux pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie, le Qatar, vers lequel qui on nous va acheter fournissent du gaz. le sang de notre industrie, c'est-à-dire notre énergie. On ne peut pas se laisser rester complètement dépendant de pays totalitaires ou autoritaires qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'affaiblir, voire de supprimer les pays démocratiques qui sont une mauvaise source d'inspiration pour leur population. La liberté d'expression, la liberté politique, la liberté de penser. Et tout ça, c'est lié. Si vous voulez que si on n'est plus autonome, si on n'est pas autonome, et c'est politique ce que je dis, ça n'est pas que écologique. Écologiquement parlant, à terme, vous avez sans doute raison, encore que ça se discute. Mais la politique, ça existe. Quand je parlais tout à l'heure de l'Allemagne et de sa dépendance vis-à-vis de la Russie, et que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui Poutine peut massacrer l'Ukraine, c'est la réalité. C'est politique. Il faut aussi être politique. Vous avez raison sur des tas de sujets. Je suis d'accord avec vous sur des tas de sujets. Mais le monde est politique. Le monde, c'est pas une nature qu'il faut préserver. Le monde, il faut faire quelque chose d'impur, de difficile. Il faut faire la part des choses. Et en l'occurrence, se rendre autonome par l'énergie nucléaire, je suis désolé, c'est faire la part des choses. Alors, on va venir sur la question de la Et quant dépendance. à la sobriété, parce que vous parlez de la sobriété, Attendez, je Philippe, pense que bien souvent... j'aimerais juste faire réagir sur la question de la science. Quand on parle de la sobriété, Finissez. j'ai l'impression que l'amour pour la sobriété est bien plus important et bien plus primordial. C'est une vision politique des choses que les économies d'énergie qui impliquerait cette sobriété. Donc, je pense que la sobriété est une vision politique à laquelle je n'adhère pas non plus. Parce que, comme je suis d'accord avec vous, c'est le choix de chacun, bien que dans certains domaines, il faille évidemment faire preuve de prudence, d'économie écologique. Cette défiance par rapport à la science que Philippe Val vient de dénoncer, justement, ça c'est quelque chose qui est assez consubstantiel, effectivement, dans le débat nucléaire. Est-ce que là, on n'a pas tort aussi, justement, de pas voir aussi le progrès que ça pourrait nous amener ? Mais moi, je crois que là, on est vraiment à côté du débat parce qu'on parle, est-ce que le nucléaire va nous rendre autonomes ? La réponse est totalement non. Enfin, c'est une petite contribution. On peut discuter si elle est nécessaire ou pas, mais on discute du 5 ou 10% de notre approvisionnement en énergie. Moi, j'aimerais bien qu'on discute du 90 ou 95% de notre approvisionnement en énergie. 30, c'est quel pourcent ? Non, pas que toute la production de nos objets à l'extérieur. C'est 30% de notre consommation électrique. L'électricité, c'est 40%, c'est un quart de notre consommation suisse, et la Suisse fait 60% de sa consommation d'énergie à l'étranger. Mais c'est pas notre rôle d'aller nous occuper de la production de l'électricité. La question, c'est que du moment où on a un problème de disponibilité, c'est le problème des pays où il mais le faut. absolument pas. Et c'est là que le discours est absolument dangereux, parce que si on a un problème de disponibilité du pétrole, et il y a un problème de disponibilité du pétrole qui va être grandissant chaque année, absolument rien ne prouve qu'on va continuer à nous envoyer du soja, qu'on va continuer à nous envoyer des chaussures, qu'on va continuer à nous envoyer de la nourriture. Absolument rien ne le prouve. Il y a une chose. Toutes les études scientifiques disent exactement le contraire. Le IA le dit aussi. Le IA, c'est l'agence gouvernementale qui dit qu'il y a un problème de disponibilité du pétrole. Ça veut dire qu'on peut résoudre une petite partie du problème chez nous, mais on n'est pas du tout autonome en faisant 5 ou 10% ou 5 ou 10 centrales nucléaires, absolument pas. Donc, c'est intéressant d'en discuter, mais comment est-ce qu'on couvre le 90% des besoins qui sont à côté, ce qui aura pour conséquence que les prix vont monter, que des pans d'économie vont tomber, qu'on aura une augmentation des prix pour les gens les plus pauvres, donc on aura des gros problèmes sociaux pour les 1 million de working poor aujourd'hui en Suisse qui tiennent tout juste économiquement et à qui on va rajouter 200, 300, 500, 800 francs de frais d'énergie par mois. Ils n'ont aucune chance de pouvoir les payer. Ça, c'est la réalité. Et promettre qu'on peut maintenir le système actuel en disant on va rien changer, on va mettre 2-3 centrales nucléaires, on va rien toucher à nos modes de vie, tout va bien aller, c'est juste un mensonge. C'est un mensonge, c'est ascientifique au possible, ça ne tient pas compte des données qu'on connaît. L'effet cosmétique du nucléaire, Philippe Nantermo. Mais c'est complètement faux. Le nucléaire représente un tiers de l'électricité que l'on consomme aujourd'hui. On espère que durablement il y aura d'autres électricités, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, qui vont se renforcer pour pouvoir faire face à la demande supplémentaire. Mais nous n'avons pas à gérer la production d'électricité en Chine ou en Inde
à part la question évidemment du climat qui fait l'objet d'accords internationaux. Mais déjà aujourd'hui, quand je fais venir mon téléphone d'Amérique assemblé au Mexique ou au Vietnam, je ne m'occupe pas de savoir comment il a été fabriqué là-bas. C'est le problème national. Et ce qui résout les problèmes que M. Muller soulève, mais cela depuis des décennies, ça s'appelle le libre marché. Et ça fonctionne très bien, ça résout très bien le problème des pénuries, par le jeu de l'offre et de la demande, par le jeu du prix. Et ça a permis... Pas en situation de pénurie. Précisément pas en période de pénurie. situation de pénurie. Et ça a permis, depuis 50 ans, de sortir de la pénurie alimentaire environ 1 milliard de personnes sur la planète. Alors qu'il y a 50 ans, vous aviez un tiers de la population qui était sous-alimentée. On a réussi à passer ce chiffre à moins de 10%. C'est un progrès extraordinaire. Et il y a un siècle, c'était la moitié de la population qui était sous-alimentée. Qu'est-ce qui a permis de sortir de ça? C'est le marché. Non, le marché, c'est le pétrole. c'est le marché qui a fixé les prix du pétrole. C'est le marché qui a permis les échanges du pétrole. C'est le marché qui a permis tout ça. Mais le marché, justement, avec qui on commerce? Parce que le problème qu'on a vu, qu'on voit aujourd'hui avec la Russie... Là où vous avez raison, c'est que la grande préoccupation qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que quand on se retrouve avec des guerres comme celles que l'on trouve en Ukraine, quand on se retrouve avec des pandémies qui poussent les pays à fermer leurs frontières, qui sont des éléments complètement extérieurs à une vision libérale du monde, eh bien on se retrouve avec un marché qui se referme, des gens qui ne veulent plus commercer. Et comme disait Frédéric Bastiat, un vieux député français du 19e siècle, quand ce ne sont pas les marchandises qui traversent les frontières, ce sont les soldats. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, à Kiev. Mais la question d'Adeline Koppelstein, effectivement, de l'autonomie, parce qu'aujourd'hui, on voit la Suisse qui pourrait acheter davantage au Qatar, à la Chine, pourquoi pas. Quelles frontières on met, quelles limites on met, avec qui on commerce aujourd'hui? Quelles possibilités on a surtout de choisir? On doit parler aujourd'hui. Et c'est les limites. Alors on parle des limites planétaires, mais on doit aussi parler des limites de notre quotidien. Et c'est vrai qu'on a surfé pendant des années, pendant des dizaines d'années sur la goutte de pétrole comme une goutte d'or, évidemment, extrêmement efficace, extrêmement bon marché, abondante à souhait. Le pétrole, mais le gaz aussi. Il n'y a pas que le pétrole qui est très pratique. On a signé, et la France avec, et bien de nombreux pays avec, les accords de Paris en 2017, on a signé la sortie du fossile. Et c'est pas un effet cosmétique, c'est pas une idée qui tombe du ciel, c'est simplement pour essayer de s'en sortir au mieux dans la crise climatique qui nous attend. Donc à partir de là, dès le moment où en 2017, le Conseil fédéral a signé les accords de Paris, la même année, le peuple a signé la sortie du nucléaire, ça veut dire qu'à partir de là, on doit se passer du fossile, enfin du pétrole, mais ça veut dire du gaz aussi, parce que même si c'est peut-être moins polluant, ça reste une énergie fossile dont il faut aussi se séparer. Et c'est tout à fait faux ce que vous avez dit tout à l'heure. Les Verts se sont jamais engagés pour les centrales de réserve à gaz, jamais. Il y a des encore moins. Où vous félicitez la décision du Conseil fédéral d'avoir décidé d'ouvrir. Absolument pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, et ça vous l'avez entendu aussi, Elcom propose que ces centrales de réserve, c'est ces centrales de réserve en cas de gros pépins, qui devraient fonctionner au gaz, fonctionneraient aussi potentiellement au pétrole. Donc on marche sur la tête dans cette notion-là, avec la peur évidemment de la pénurie, de dire il faut qu'on trouve une solution. Évidemment que si on détourne notre attention sur des solutions qui ne sont pas pérennes et pour lesquelles nous ne sommes pas engagés, et c'est pas du tout une lubie des Verts, c'est simplement des décisions gouvernementales au niveau international, et puis évidemment sur la base de ce qu'ont dit également les experts, et notamment ceux du GIEC, qui disent clairement ce sont des directions dans lesquelles on doit aller. Donc aujourd'hui, très clairement, ce qu'on doit réussir à faire, et c'est vrai qu'on le voit par rapport à l'équilibre au niveau des équilibres et de notre approvisionnement, c'est de réussir à trouver une autonomie et une sérénité dans une autonomie et dans une souveraineté. Cette souveraineté, elle devra passer notamment par la souveraineté énergétique, mais aussi en partie par la souveraineté alimentaire. Ce sont des vraies questions aujourd'hui. Et c'est une question, au-delà même de la question politique, c'est vraiment une question de société. Quelle société on veut? Quelles limites on va y mettre? Et c'est pas la société libérale. Je vous rejoins, je suis aussi pour les libertés, pour toutes les libertés. J'aime rouler à vélo, j'aime être libre. Mais le cadre légal dans lequel on vit et les limites auxquelles nous serons à un moment donné, on sera à un moment donné droit dans le mur. Donc à partir de là, de travailler sur cette souveraineté, de réussir à trouver des solutions. Et c'est vrai que la solution passera clairement par le renouvelable, mais aussi par toute la panel qui est liée aux économies d'énergie et à la sobriété. Alors Philippe Val, vous parliez justement de l'autonomie que le nucléaire conférait, mais on voit, oui, une part d'autonomie. Néanmoins, on voit que les Russes sont aussi dans le capital, y compris en France. Rosatom, qui est le grand magnat russe du nucléaire, justement, détient une grande partie de l'actionnariat des centrales en Europe. Ça va peut-être changer. Et en France aussi, ils ont signé un accord avec EDF il y a quelques années. Donc comment est-ce qu'on se dégage finalement? Comment est-ce qu'on décide que telle énergie va être autonome et politiquement correcte aujourd'hui et telle autre part? Déjà, il faut s'entendre sur la souveraineté.
C'est quelle souveraineté? C'est la souveraineté d'un canton suisse, de toute la Suisse, de la France et de la Suisse, de la France. C'est la souveraineté européenne, hein, sinon ça ne marchera pas. De toute façon, il ne s'agit que d'une souveraineté continentale, enfin en tous les cas d'une part du continent. Chaque pays dans son coin ne pourra pas inventer sa souveraineté. Et quant à la souveraineté alimentaire, c'est impossible, parce que déjà qu'on n'a pas voulu développer les OGM, etc., on a freiné beaucoup là-dessus, alors que ça permettait à des endroits arides de produire leur nourriture. Si on ne transportait pas de la nourriture à travers le monde, il y aurait les grandes famines comme il y a eu au 19e siècle et dans tout le début du 20e siècle. Si elles ont disparu, aujourd'hui les famines qu'il y a, elles sont politiques, ce ne sont plus des famines économiques, ce sont des famines politiques, provoquées politiquement. Mais les grandes famines ont disparu de la planète parce qu'on sait faire circuler la nourriture grâce au marché. Alors le marché, ça se régule, moi je ne suis pas pour un marché d'une jungle, bien sûr, mais sans ce marché, les gens n'ont pas une alimentation équilibrée suffisante dans le monde. Il faut pouvoir continuer à transporter de la nourriture. Donc on sera obligé d'avoir une ressource d'énergie. Quant à ce que vous disiez, vous avez raison, évidemment, sur l'échéance, quelle que soit la catastrophe climatique ou non qui advient, le pétrole, ça va s'arrêter. Le pétrole en tant que source d'énergie pour se déplacer, ça va s'arrêter. De toute façon, il va bien falloir trouver une solution. Sinon, toute notre industrie, tout notre mode de vie, tout évidemment va s'écrouler, c'est évident. Donc si on ne cultive pas et on ne travaille pas sur des solutions énergétiques de rechange crédibles, pas des éoliennes intermittentes et des panneaux solaires qui sont très utiles, mais qui sont des énergies d'appoint, ce sont des énergies d'appoint. Qu'on n'arrive pas à implémenter, très concrètement, même en Suisse. Rien d'autre que des énergies d'appoint, il faut penser autre chose. Autre chose, on ne va pas simplement faire des économies de dentifrice sur la brosse à dents en disant je sauve la planète en mettant la moitié de la dose. Non, c'est impossible. Marc Müller, aujourd'hui, libre marché, est-ce qu'il y a des endroits où on peut acheter, commercer sans risque pour acquérir de l'énergie, ou bien tout est possiblement problématique? La question, c'est deux choses. Vous dites, on a pu sortir les gens de la famine et de la pauvreté grâce au libre marché. Non, on a pu sortir les gens de la famine et de la pauvreté grâce au pétrole abondant, pas cher et bon marché. Ça, tous les flux internationaux sont possibles, on peut transporter. Une fois encore, la Suisse a beaucoup de bétail parce qu'en hiver, on importe du soja depuis l'Amérique latine, parce qu'on n'a pas assez de prairies pour avoir autant de bêtes en Suisse. Donc, à la seconde même où le pétrole devient trop cher, ou qu'un pays dit « j'ai trop besoin d'énergie pour moi, je n'exporte plus mon soja », il va falloir abattre la moitié des vaches qui sont en Suisse parce qu'elles ne passeront pas l'hiver. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, pour une calorie qu'on mange, il y a 7 calories de pétrole dans ce qu'on mange. Donc, en fait, l'agriculture intensive telle qu'on la connaît en Suisse, c'est un digestat du pétrole, point. Et du moment où cette quantité de pétrole diminue, on ne sait plus faire de l'agriculture autrement. Et les temps de réponse agricole pour changer notre système agricole, pour passer à plus de protéines végétales, à des modes plus doux, à de l'agroforesterie, ce genre de choses, qui sont de nouvelles techniques agricoles, le temps, c'est 30 ans. Si vous faites de l'agroforesterie, justement, pour diversifier, vous devez avoir différentes plantes qui travaillent ensemble. C'est absolument une technique qui permet d'encaisser les changements climatiques, ce que notre agriculture ne sait pas faire. Donc en période de sécheresse prolongée, en période d'humidité comme on a eu l'année passée, c'est une agriculture qui est beaucoup plus productive justement. Je sais, 20 à 30 ans pour la mettre en place. Ça veut dire que les agriculteurs qui n'ont pas démarré aujourd'hui ne peuvent déjà quasiment plus atteindre le but avant l'augmentation des prix du fossile. Donc où est-ce qu'on peut acheter de l'énergie aujourd'hui? Dans moins en moins d'endroits, puisque le nombre de producteurs de pétrole diminue, que les 10 dernières années, on n'a jamais investi autant dans la recherche pétrolière et on n'a jamais trouvé aussi peu. On vit dans une espèce d'exception pétrolière grâce au pétrole de schiste qui est extrêmement polluant et qui est extrêmement intensif en capital. Les Américains perdent du fric depuis 10 ans pour faire du pétrole de schiste extrêmement cher et extrêmement risqué, extrêmement polluant, ce qui nous a sauvé la mise sur les 10 dernières années. Et tous les scénarios montrent que ça ne va pas tenir encore longtemps. Donc on est vraiment à ce point de bascule. Donc ce n'est pas en regardant le monde des 40 dernières années et en voyant toutes les vertus du pétrole qui nous ont permis de faire plein de trucs très cool, sortir plein de gens de la pauvreté, voyager en avion, plein de trucs très cool et très bien. Ce monde-là n'explique en rien le monde qui va venir. En rien. Alors le tableau que nous dépeint Marc Müller justement de l'économie est extrêmement noir. Vous êtes le parti de l'économie. Est-ce que ça ne va pas de votre responsabilité aussi de dire maintenant il faut faire des efforts parce que ça ne pourra plus tourner comme ça? Non, mais je crois qu'il ne faut pas rester obsédé comme ça sur la question pétrolière. C'est une question qui a joué un rôle extrêmement important dans l'économie, mais ce n'est pas la seule question qui a joué un rôle. La question agricole, par exemple, il n'y avait pas que la question du transport, je regrette. Il y a la production aussi. Il y avait la capacité d'acheter. Il y a besoin du pétrole. Non, vous vous trompez. Là, vous vous trompez. Non, il y avait besoin d'engrais chimiques qui ne viennent pas du pétrole. Qui viennent du gaz.
notamment, Non, mais il y avait pas, et qui viennent du pétrole, qui viennent de Chine, par exemple. Mais justement, non, ils ont été d'ailleurs fabriqués avant qu'on utilise du pétrole dans l'industrie. Donc, en réalité, c'est un point de vue qui est monothématique. Et on le voit d'ailleurs, les alternatives au pétrole se développent dans l'industrie, grâce au marché, une fois de plus. Hein, on le voit dans les véhicules. L'objectif qui est le nôtre comme parti libéral et qui est l'objectif de tout parti libéral, c'est de permettre au marché de se développer, d'offrir des alternatives. Et vu que les prix suivent les problématiques de pénurie, ces alternatives deviennent plus attractives. C'est ce qu'on constate au quotidien, par exemple, dans le parc de véhicules. Et pour répondre à cette offre-là, il faut simplement permettre aux technologies de se développer. Mais nous avons face à nous des gens qui considèrent que puisque cette matière première qui est le pétrole et les énergies fossiles en général va amener à manquer, la seule réponse qu'on doit offrir, c'est la pauvreté absolue. Revenir à la solution ante, celle qui prévalait avant l'ère industrielle, qui était une époque où les gens mouraient à 40 ans de tristes maladies, avec des taux de pauvreté extraordinaires, des taux de sous-alimentation faramineux. C'est quelque chose de terrible. On nous vend ça en nous parlant de sobriété ou de décroissance, mais la réalité, c'est ça. Et la position d'un parti libéral comme le mien, c'est de dire non, la réponse, c'est d'ouvrir les marchés, de permettre aux gens d'inventer des nouvelles technologies, de les commercer et d'en faire du profit, d'en faire des entreprises. Et c'est ce que l'on trouve, par exemple, dans notre programme, quand en effet, nous ne sommes pas opposés à la recherche dans le génome, ou nous ne sommes pas opposés dans le développement des nouvelles technologies nucléaires, dans notre papier de position sur l'énergie. Oui, mais à moyen terme et à long terme. Mais c'est ça. Concrètement, aujourd'hui, on fait quoi moyen terme dans et à les long années terme. qui viennent? Parce qu'il nous reste très peu de temps, comment est-ce qu'on fait face justement à la crise énergétique? Par quels moyens? Par le nucléaire tout de suite maintenant? Tout de suite, c'est déjà de ne pas fermer les centrales que l'on a. Ouais. Et puis, à moyen terme et à long terme, c'est de s'ouvrir aux nouvelles technologies en la matière. Il y a des entreprises très prometteuses qui travaillent sur du nucléaire, par exemple, à sel fondu, avec le thorium qui se développe en Inde ou en Chine. Enfin, c'est énormément de technologies nucléaires qui sont intéressantes. On le fait aussi dans le domaine des énergies renouvelables, où on doit, je pense, mettre le paquet pour permettre l'installation de panneaux solaires, le rehaussement des barrages là où c'est possible. Les éoliennes, je ne sais pas si c'est vraiment très viable entre toute l'opposition que ça suscite par rapport à la production que ça apporte, mais je pense qu'on doit courir sur ce terrain-là, alors tous les lièvres à la fois, si on veut éviter le blackout, mais surtout pas commencer pour des motifs qui sont purement idéologiques, à s'interdire une voie énergétique qui nous apporte déjà quand même un tiers de la consommation d'électricité que l'on a chaque minute en Suisse. Delphine Kloppelschein, en un mot, justement, le nucléaire en Suisse, c'est pour bientôt ou pour jamais? Non, on doit l'enterrer à jamais, très clairement. Le peuple a décidé en 2017, il n'y a aucune raison de revenir là-dessus. Et surtout, il n'y a aucune solution. Si on décide de miser là-dessus, ce qu'on doit faire... Vous n'avez pas une majorité, hein. C'est la droite qui quand même est majoritaire dans le pays. Et pour l'instant, la droite a envie de réouvrir. Alors d'abord, la droite, c'est une partie de la droite, c'est l'UDC qui a lancé... PLR, les Verts libéraux Les Verts libéraux ne sont pas sur l'énergie nucléaire aujourd'hui. Et puis juste vous préciser que je vous parle de la population suisse qui a voté la stratégie énergétique 2050. Et très clairement, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2017. Donc c'est vraiment un vote populaire. C'est de là que je veux venir. Mais surtout, ce qu'on devra réussir à faire, parce qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est agir vite. Donc le thorium, oui, ce sont des promesses. Le thorium, on arrivera peut-être avec de la technologie. Je ne suis pas contre les technologies, bien au contraire. On doit réussir à travailler l'innovation. Et je pense qu'on doit aussi, notamment dans les énergies renouvelables, et là, on a un potentiel. Mais ce n'est pas pour demain. On aura des solutions peut-être en 2040, en 2050, en 2060. Donc ce qu'on doit faire maintenant, rapidement, mais très rapidement, au lieu d'essayer de rallumer des vieilles centrales qui risquent pour la population, ce qu'on doit faire, c'est travailler sur nos économies d'énergie, c'est-à-dire travailler sur le gaspillage. Et le gaspillage, on a réussi à travailler un peu sur le gaspillage alimentaire, parce qu'on a une idée de ce que ça représente. Le gaspillage alimentaire, ça se voit. Le gaspillage énergétique, c'est beaucoup plus dur. Quand on a de l'énergie, elle est libre en permanence. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur, elle est bon marché. Donc à partir de là, on la gaspille à souhait. Et si on arrivait à mettre une couleur là-dessus, eh bien, on arriverait déjà à réduire demain beaucoup. Et c'est le chemin qu'on devrait trouver. Et puis, mieux vaut façonner ce chemin que de se le prendre en pleine figure. D'ailleurs, sobriété contre nucléaire ou comme d'autres sources d'énergie, on ne vous mettra pas d'accord. Et nous, on doit vous dire au revoir. Merci à vous tous et tous autour de cette table. Merci à vous devant vos écrans. Le point sur le nucléaire qui fait sacrément peur tout autant que de devoir s'en passer, y compris en Suisse, c'est fini. On se retrouve dimanche prochain pour parler Russian bashing ou jusqu'où faut-il interdire tout ce qui touche de près ou de loin à la Russie de Vladimir Poutine, à la Russie tout court. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.